Bonsoir à tous. Bienvenue pour la webconférence de sur l'empreinte carbone. Excusez-moi, j'ai un petit élément perturbateur pour ce soir. J'espère que ça va pas trop perturber. Je vais très vite couper mon micro pour passer à la parole aux intervenants. Je voulais juste vous présenter notre première intervenante, c'est donc Nolwenn Desmarais, qui est directrice à l'agglomération d'Épernay. Donc, on abordera ensuite plus particulièrement l'empreinte carbone, le sujet de ce soir. Je voulais donner la parole tout d'abord à Nolwenn, qui est partenaire de l'événement Challenge Empowering Champagne, qui commence donc la semaine prochaine, qui se déroule la semaine prochaine, vendredi soir à 16 h. Et je vous donne rendez-vous à tous si vous souhaitez participer donc sur les réseaux sociaux, tapez Challenge Empowering Champagne sur Facebook ou LinkedIn ou autres, et vous trouverez tout ce qu'il faut pour vous nous rejoindre. Vous avez également le programme dans Hangout, dans les éléments. Donc, voilà, on était une centaine pour ce soir à peu près. Et puis, je vous remercie vraiment. Donc, c'est la Cuverie qui organise ces webconférences en partenariat avec l'UPP, l'Union des producteurs particuliers de Nicolas Feuillat, du centre Nicolas Feuillat. Et donc, voilà, merci à tous. Je passe la parole tout de suite à Nolwenn qui nous parlera donc du prix d'innovation. Oui, bonsoir à toutes et à tous. Alors, merci Adrien à la Cuverie de nous laisser l'opportunité de vous présenter les prix à l'innovation du VITEF. Donc, ce soir, vous allez entendre différentes interventions autour de la problématique de la filière champagne et des enjeux autour du développement durable, environnementaux pour la filière. Et donc, les enjeux de développement durable et environnementaux pour la filière, comment y répondre? Une des clés, c'est effectivement d'innover pour toutes les composantes de la filière champagne et connexes au champagne. Donc, l'agglomération, depuis quelques années déjà, soutient les dynamiques d'innovation autour de la filière et il les met en avant notamment à travers du salon du VITEF qui a lieu tous les 2 ans, donc qui aura lieu en 2021, en octobre, du 12 au 15. Et donc, on a le plaisir de renouveler l'édition 2021 des prix à l'innovation. Donc, l'idée sur le salon professionnel dédié aux vins effervescents, c'est bien entendu d'en faire une vitrine, de montrer les initiatives de qualité et également toutes les innovations, la R&D qui est faite pour faire en sorte que ça reste une filière d'excellence qui répond aux enjeux environnementaux de demain. De valoriser les projets les plus innovants, qu'on parle de services, de technologie, de marketing. Voilà, encore une fois, avec un critère très particulier d'appréciation porté sur la question de l'environnement, que ce soit en matière viticole, œnologique ou encore de services. Donc, qu'est-ce qu'on entend par une innovation? C'est la mise en œuvre d'un produit, d'un bien ou d'un service, d'un procédé, donc d'une façon de produire, qui est nouveau ou qui est sensiblement amélioré, d'une nouvelle méthode de commercialisation ou d'une nouvelle méthode organisationnelle dans les pratiques de l'entreprise, de l'organisation du lieu de travail ou encore dans la gestion des relations extérieures. Donc, au niveau du calendrier et du règlement, donc sur les prix à l'innovation du VITEF, on a 5 prix qui sont destinés à récompenser des innovations dans différents domaines, différents types d'innovations. Donc, un prix sur la catégorie viticulture durable. Donc, on retrouve bien présent les enjeux liés à l'environnement. Un prix lié à l'œnologie. Tout ce qui est également lié à l'innovation marketing service. Donc, ça rejoint également l'initiative du hackathon. Le prix à l'innovation catégorie, donc innovation technologique, process, produits consommables. Et enfin, un prix coup de cœur. Donc, pour les candidatures 2021 des prix à l'innovation du VITEF, vous avez jusqu'au 21 mai 2021 pour nous soumettre votre candidature, sous réserve bien entendu d'être inscrit en tant qu'exposant au VITEF, et puis des auditions par un jury composé de professionnels de la filière et de l'innovation le 15 juin 2021. Donc, juste pour vous donner une petite idée des différents prix qui ont été remis sur le millésime 2019 et illustrer également les enjeux, encore une fois, développement durable important pour ces innovations qui ont lieu. Donc, Vitibot, dans la catégorie viticulture, on ne le présente plus pour
pour les aficionados et les locaux, avec le robot Bacchus, avec un robot électrique autonome dédié aux travaux viticoles. Donc, bien évidemment, ça accompagne aussi l'évolution des pratiques des travaux de la vigne, notamment au niveau du cahier des charges de l'appellation. Enoconcept sur la catégorie œnologie avec son Remulab qui permet la visualisation avec des modèles prédictifs du comportement du dépôt dans la bouteille, voilà, au niveau du cycle de remuage. Donc, ça permet d'accompagner et de conseiller au niveau du process de vinification. LBM Industrie pour la partie process produits consommables, qui, elle, a mis en œuvre un robot d'encartonnage avec quelque chose plutôt dédié au sur-mesure, au luxe, voilà, avec la mise en place aussi d'une feuille de protection anti-abrasion pour l'habillage, voilà, avec différentes formes de bouteilles, différents packaging, voilà, vraiment avec une notion de sur-mesure. EOS qui a remporté le prix sur la catégorie marketing et services avec quelque chose, un objet design et qui peut également voilà, permettre d'avoir quelque chose de sympathique sur des bouteilles type Jéroboam. Donc voilà, un produit un peu luxe, design et puis également esthétique. Et enfin, le Muslayo par la maison Mélan-Moutet avec un muselet à 3 pattes qui est destiné voilà, à maintenir le bouchon sur la bague et puis avec une logique d'allègement des matériaux utilisés, encore une fois, qui va de 15 à 20% par rapport au muselet à 4 pattes. Donc voilà, une notion importante de diminution, notamment de la matière première et de l'empreinte également carbone et également de la diminution des emballages liés aux produits. Voilà, maintenant je vous dirai à vous de jouer pour ceux que ça tente sur l'édition 2021. Les projets et les idées, on les attend. Voilà, pensez aux enjeux de demain pour la filière et aux enjeux qui sont déjà aussi présents aujourd'hui. Et puis, n'hésitez pas à participer à l'initiative du hackathon et à pouvoir nous rejoindre sur l'édition 2021 du VITEF sur les prêts à l'innovation. C'est un projet qui se termine, je crois, en mai. C'est ça, c'est ça. Les candidatures, c'est jusqu'au 21 mai 2021. Donc, si vous êtes intéressé, vous pouvez passer soit par Adrien, soit par moi. On a un petit dossier à remplir. Également, être exposant au VITEF, donc s'inscrire au VITEF pour exposer. Ou alors, être hébergé, si vous faites le hackathon, sur le stand de la cuverie. Et puis voilà. Du coup, un beau challenge en perspective. Je pense que le gagnant du hackathon aura sa place réservée sur notre stand au VITEF. Donc, rendez-vous pour ce bel événement, ce rendez-vous incontournable du vignoble champenois. Rendez-vous à tous. Alors, avant, rendez-vous à hackathon pour phosphorer et puis pour partager et faire grandir les idées et les projets et vos projets. Justement, merci en tout cas, merci beaucoup Noulette pour cette intervention. Je crois que vous aviez d'autres responsabilités ce soir, donc je crois que vous nous quittiez. Donc si jamais il y a encore quelques questions, n'hésitez pas, mais voilà, c'était clair et le rendez-vous est donné, le message est passé. Merci beaucoup. Très bien, je vous remercie, bonne soirée à tous. Alors voilà, nous avons, merci beaucoup donc, à tous, on est arrivé bientôt à notre audience pour ce soir. Donc, je vais pouvoir passer la parole maintenant à Damien Garot, premier intervenant de ce soir sur la thématique donc, de l'empreinte carbone. J'ai partagé… Bonsoir Damien. Bonsoir. Donc, tu nous rejoins d'Angoulême, hein, les joies du digital, cette facilité maintenant que nous avons à communiquer, donc c'est quand même le côté positif. J'ai partagé un petit questionnaire que tout le monde peut consulter, vous pouvez y répondre. Normalement, c'est sur votre prise en compte hein, du bilan carbone dans les choix de votre entreprise. Je vais laisser donc la parole à Damien. J'ai laissé également dans les documents partagés le programme du hackathon
Donc, le prochain rendez-vous du 7, 8, 9 mai prochain, vous pouvez retrouver ça dans les documents à télécharger de ce soir. Donc, le thème donc, de l'empreinte carbone, donc on passera la parole ensuite à à Pierre Naviot, qui est chef de projet donc, environnement pour le comité Champagne. C'est un sujet que le comité Champagne a pris en compte il y a bientôt de longues années. Malgré tout, aujourd'hui, il a vraiment un regain d'actualité. Et c'était intéressant justement d'avoir une vision globale avant de passer la parole à Pierre Naviot, d'avoir une vision globale des enjeux de ce bilan carbone. Voilà, je vous passe la parole. Alors, par contre, donc, je vais passer donc, sur l'autre présentation. Ouais, super, merci. Très bien. Bonjour à tout le monde. Merci à la Cuverie pour cette invitation et pour cette présentation. Alors, je me présente, Damien Garros. Je suis fondateur d'une jeune entreprise qui s'appelle Carbon Act, qui vise à aider les entreprises à établir des stratégies carbone et à calculer leur émission de gaz à effet de serre et également l'impact de leur action de réduction. Je fais aussi partie d'un collectif qui s'appelle les Champenois du Vivant, qui vise à présenter aux vignerons et à l'ensemble des personnes qui le souhaitent dans la Champagne les enjeux autour du climat et de l'agroécologie en présentant des solutions et des actions qui sont possibles de mettre en place chacun à son échelle. Le but de ma présentation, ce sera de présenter le contexte général un peu climatique, même si vu les réponses au questionnaire, je pense que c'est quelque chose que vous connaissez déjà. Le bilan carbone, je vois que c'est quelque chose que vous intégrez déjà dans vos décisions. De voir un peu la neutralité carbone, qu'est-ce que c'est, comment est-ce qu'on peut la transposer à notre échelle, celle de la Champagne et celle des producteurs, et faire un petit accent sur la séquestration, son potentiel. Et je passerai ensuite la parole à Pierre Naviot qui vous parlera plus de la réduction des actions possibles et de ce qui est déjà mis en œuvre. Très bien. Alors, pour commencer, parlons un peu climat pour resituer un peu la problématique dans laquelle on se pose. On entend beaucoup de choses, notamment, par exemple, en 2020, on a des splendides récoltes, mais dans le même temps, on voit des articles qui nous disent que de plus en plus souvent, une partie des raisins champenois grillent sur pied au soleil de l'été. On voit aussi qu'on a des effets climatiques extrêmes, et même s'ils sont déjà connus, qui sont plus importants qu'avant, notamment le gel, je pense au gel qu'on a connu récemment, qualifié de plus grande catastrophe agronomique du siècle par le ministre de l'Agriculture. Et on attribue certains de ces événements au réchauffement climatique, au dérèglement climatique, peu importe le nom qu'on lui donne. Alors, ce qui est certain, c'est que quand on fait des observations, notamment de température au niveau français, on constate un réchauffement. Donc là, vous avez les températures françaises, la moyenne des températures depuis les années 1900. Donc c'est manifeste, on a un réchauffement depuis 1900. Et ce réchauffement, on le retrouve aussi bien dans le nord de la France que dans le sud. Il est vraiment uniforme sur l'ensemble du territoire. Toutefois, ce réchauffement qu'on appelle climatique, il faut bien le différencier des événements météorologiques, le climat étant en fait des constantes sur le long terme, donc souvent à l'échelle de plusieurs dizaines d'années, à l'inverse des événements météorologiques qui, eux, peuvent tout à fait rester, c'est-à-dire qu'on peut avoir un climat qui globalement se réchauffe, comme on l'a vu, avec des événements temporaires, météorologiques, de froid extrême, et typiquement la vague de gel qu'on a pu voir en ce début d'année, qui s'est inscrite au milieu d'un réchauffement global et qui ont vu un débourrement précoce des bourgeons. On voit toujours ces périodes de gel qui sont normales avec la période qui arrive, mais qui ont des impacts différents vus dans ce climat changeant, justement. Un des phénomènes principaux qui régule le climat, c'est l'effet de serre. Cet effet de serre, je vais passer rapidement dessus, mais c'est tout simplement qu'on a de l'énergie qui nous arrive du soleil, qui est absorbée par la Terre, ensuite rayonnée sous la forme d'infrarouge, c'est ce que vous voyez sur ce schéma. Et la particularité des gaz à effet de serre, ça va être de capturer ce rayonnement infrarouge et de le conserver, un peu à l'image d'une couette dont on augmente l'épaisseur, on augmente la température qu'on va trouver sous cette couette. Alors toutefois, l'effet de serre, c'est un phénomène totalement naturel, hein, il permet d'avoir une température sur Terre de 15 degrés. Donc sans cet effet de serre, on aurait une température bien plus froide, autour de moins 18 degrés. Donc c'est un phénomène totalement naturel qui nous permet d'avoir des raisins en Champagne, et bien d'autres choses, mais que toutefois, on vient modifier avec l'émission de ces fameux gaz à effet de serre. Alors, ces gaz à effet de serre, quels sont-ils ?
on en retrouve en fait un grand nombre. Le plus connu, c'est le CO2, le dioxyde de carbone, mais il y a aussi le méthane, le protoxyde d'azote aussi qui nous concerne pour vous, producteurs de champagne, aussi les gaz frigorigènes. Ces différents gaz, ils ont des pouvoirs, ce qu'on appelle des pouvoirs de réchauffement différents. C'est-à-dire que si on place le pouvoir réchauffant du CO2 à 1, on a par exemple pour le protoxyde d'azote, donc il y a un gaz émis par le sol et qui est stimulé par l'épandage d'engrais azotés. Il a un pouvoir de réchauffement de 265. Donc on voit que même des petites quantités émises de ce gaz ont toujours un impact assez fort sur le climat. Et d'autres gaz comme le R407A, au nom un peu barbare, qui est en fait un gaz utilisé dans les climatiseurs, a un pouvoir encore bien supérieur, autour de 2000 fois celui du CO2. Donc on voit qu'on a un problème, entre guillemets, des émissions de CO2 qui nous concernent, mais le problème, entre guillemets, de l'émission des gaz à effet de serre ne se résume pas au seul CO2. Il faut aussi intégrer les autres gaz à effet de serre que sont, notamment pour la filière, le protoxyde d'azote et les différents gaz frigorigènes utilisés des fois dans les caves. Si on fait un point sur ces différents gaz à effet de serre et notamment leur présence dans l'atmosphère terrestre, c'est ce que vous résume le graphique que vous avez devant vous, qui date de l'an 0 jusqu'à nos jours. On voit un très fort décollement lors de ces 150 dernières années de ces différents gaz à effet de serre, notamment du CO2, là, qui est la courbe rouge. Donc, je vous ai mis la valeur de février sur ce graphique, qui est même plus dans le graphique, en fait. La même chose, on retrouve la même chose pour le protoxyde d'azote, qui est, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui est mis avec l'activité biologique du sol, qui, de la même manière, voit une très forte augmentation depuis ces dernières années. Donc, pour les derniers relevés de novembre 2020, on était pareil sur des valeurs, on n'a pas encore doublé les valeurs de concentration dans l'atmosphère de ces gaz, mais on s'en rapproche à grands pas. Donc, ces gaz à effet de serre, on peut se demander, on entend encore cette problématique, est-ce bien la responsabilité de l'homme et est-ce bien ces gaz qui réchauffent le climat? Les scientifiques sont capables de faire différentes modélisations des températures et notamment la variation naturelle du climat qui est liée notamment à l'ensoleillement, à la variation des cycles solaires et au volcanisme, et aussi la part humaine, donc anthropologique, sur cette variation du climat. Donc, les scientifiques sont capables de faire les modélisations en séparant ces deux facteurs. Et ce qu'on voit, c'est que la modélisation qui correspond au cycle naturel, c'est la courbe bleue de ce graphique. Et la modélisation qui correspond à la somme des cycles naturels et des émissions de gaz à effet de serre liées à l'homme, c'est la courbe rouge, enfin la courbe orange même que vous voyez sur ce graphique. Et ce qu'on voit, c'est que les observations, qui sont les barres noires qui sont ici, correspondent quasi de manière parfaite, en fait, à la modélisation qui comprend les activités humaines. Donc, c'est ce qui permet aux scientifiques d'affirmer de manière quasi certaine, donc à plus de 95%, que ce réchauffement climatique qu'on observe et ce dérèglement climatique est bien d'origine humaine. Donc, au dernier relevé, on était à 1,17 degrés de réchauffement sur la surface terrestre par rapport à l'ère pré-industrielle, donc autour des années 1850. Donc, on entend souvent le fait de limiter le réchauffement à 2 degrés, mais 2 degrés, qu'est-ce que concrètement ça peut être pour nous et pour la filière champagne notamment? Alors, il faut savoir que la différence de température entre la dernière ère glaciaire qui a eu lieu il y a 20 000 ans, pendant laquelle on voyait un niveau des océans qui était abaissé de 120 mètres, on avait le sol français qui était gelé tout au long de l'année, donc on n'avait pas de culture de raisin dans de la glace, en fait, c'était un peu compliqué. On n'avait non plus pas d'Angleterre et pas de problème pour le tournoi Destination avec un glacier qui était au-dessus de l'Angleterre et de toute l'Europe du Nord qui avait une épaisseur de plus de 3 km. La différence de température entre cette géographie et celle qu'on connaît aujourd'hui, c'est seulement 5 degrés. Donc, on imagine bien qu'un réchauffement de 2 degrés nous amène à un monde assez différent de celui qu'on connaît aujourd'hui. Et donc, il va falloir s'adapter pour pouvoir continuer à produire et continuer à faire valoir notre savoir-faire. Notamment, les scientifiques, dans ce réchauffement, nous donnent quelques éléments et que vous constatez déjà dans vos vignobles sur le changement et l'impact sur les vignobles français notamment. Ce qu'on peut voir, c'est que les températures plus élevées devraient affecter la qualité des vins et des cépages en modifiant notamment le rapport entre le sucre et les acides, nécessitant des adaptations pour conserver une œnologie similaire d'une année sur l'autre. Des choses un peu plus inquiétantes, notamment on nous dit qu'il deviendrait très difficile de produire des vins fins à partir du cépage pinot noir
notamment dans son terroir traditionnel de Bourgogne, donc non loin de la Champagne. Et cela concerne de nombreux scénarios climatiques futurs. Donc on voit qu'on a quand même un enjeu majeur sur ce réchauffement climatique dans l'adaptation aussi qu'on peut en avoir pour le produit champagne. Notamment, alors c'est pas si on rentre un peu plus dans le détail, je vais aller assez vite sur cette partie-là, mais on a de nouveaux défis qui se présentent, notamment au niveau de l'eau. Donc ce que nous disent les scientifiques aussi dans les projections climatiques, c'est que jusqu'à la moitié du siècle, on a un volume de précipitations qui reste constant sur l'année, mais toutefois des phénomènes de plus en plus extrêmes. Donc on aurait des étés plus secs avec des pluies plus importantes l'hiver, par exemple. Donc, ça peut impliquer des adaptations au niveau des sols, alors des sols qui retiennent plus l'eau, qui puissent, voilà, avec des propriétés différentes. Donc, couplé ce manque d'eau qui peut apparaître l'été, couplé à de la chaleur, peut augmenter notamment le stress hydrique. Et ça rejoint les observations qu'on a pu voir en tout début de présentation. On a aussi les effets du gel qui sont à modifier. Donc, comme on l'a vu cette année, le débourrement plus avancé et donc des expositions à la vigne plus fortes au gel, notamment dans certaines parties du vignoble. Et l'œnologie, évidemment, avec l'impact de ce nouveau climat sur le terroir en général et sur la palette des arômes de nos vins. Les accords de Paris, oui, rapidement, donc on l'a déjà dit, mais qui donnait cet objectif politique qui était donné au niveau mondial, donc maintenant qui date de 2015, donc déjà 6 ans, qui demande à limiter l'augmentation de la température de 2 degrés, 1,5 degré si possible. On est déjà assez proche de cette valeur-là. Donc ça, c'est l'objectif qu'on a au niveau mondial. Comment est-ce que ça se décline maintenant et comment est-ce qu'on peut y arriver? Ce qu'on sait, c'est que le climat futur est une fonction des émissions actuelles. Ce que vous voyez sur ce graphique, c'est l'augmentation de température en fonction du niveau d'émission qu'on peut avoir. Donc, vous avez plusieurs scénarios qui sont représentés ici, avec un scénario d'émission forte en rouge, tout en haut de ce graphique, qui correspond à des émissions, à un réchauffement jusqu'à plus de 5 degrés. Et vous avez un scénario basse émission, si je puis dire, qui est le scénario bleu, avec un réchauffement qui est, lui, limité à 2 degrés. C'est celui-ci auquel correspondent les accords de Paris. Il y a un point remarquable sur ce scénario bleu, c'est celui de la neutralité carbone. C'est le moment où la courbe traverse le zéro. C'est le moment où tout le carbone et l'ensemble des gaz à effet de serre qui sont mis vers l'atmosphère sont compensés ou, à l'inverse, qu'on n'émet plus de ces gaz. Donc, il y a 2 choix pour arriver à cette neutralité carbone qui doit être atteinte autour des années 2070. C'est la réduction de ces émissions et la séquestration des émissions résiduelles ou bien la séquestration peut-être intégrale de toutes les émissions qu'il y a eu. Donc, on peut jouer entre ces 2 paramètres de réduction et de séquestration. Premier paramètre, la réduction. Il faut regarder d'où viennent les gaz à effet de serre et sur quels paramètres on peut jouer. Ce qui est important de voir sur le graphique ici, sur lequel je passe rapidement, qui est la répartition des différents gaz à effet de serre, c'est que le CO2, celui dont on parle le plus souvent, c'est la part majeure, mais pas l'unique. C'est 77% du pouvoir, du réchauffement global, les effets du CO2. Mais on en a d'autres. On a donc le protoxyde d'azote qui nous concerne en tant que producteur de champagne, en tant que viticulteur. Aussi les gaz fluorés, donc, qui est le 1%, qui aussi nous concerne. Donc, on a en tout cas un pouvoir d'action sur ces 3 différents gaz et sur une grande partie de la palette des émissions ici en Champagne. Donc maintenant qu'on sait un peu ces émissions, Pierre reviendra un peu plus en détail sur le potentiel de réduction de la filière Champagne. Il est intéressant de voir aussi le potentiel de séquestration de la filière. Il est important de savoir que tout le carbone qu'on émet, enfin tout le CO2, les différents gaz à effet de serre qui sont émis dans l'atmosphère, sont absorbés d'une manière ou d'une autre par les différents puits de carbone. Ces puits de carbone, on en compte 3. C'est les océans qui absorbent un quart des émissions de gaz à effet de serre. Donc, sur ce graphique, vous voyez d'une part les émissions de gaz à effet de serre depuis les années 1750 jusqu'à aujourd'hui. C'est la partie haute du graphique et la partie basse, ce sont l'absorption par les différents puits de carbone de ces émissions. Donc, on voit que les émissions absorbent un quart de les puits de carbone absorbent un quart de ces émissions. L'atmosphère en absorbe la moitié. Et enfin, on a la photosynthèse et les sols qui, à nouveau, absorbent un quart de ces émissions. Donc,
en tant que possesseur de terre et en tant que viticulteur, on a un vrai pouvoir d'action sur la photosynthèse et les sols et augmenter ce puits de carbone. La stratégie française, maintenant, par rapport à cette réduction et ces différents puits de carbone, comment elle se présente? Alors, elle est assez simple, cette stratégie, donc, qui est inscrite dans la loi de transition énergétique pour la croissance verte, qui a été adoptée en 2015 et qui est souvent révisée, malheureusement à la hausse. Elle a deux leviers d'action. C'est la réduction des émissions. C'est ce que vous voyez, la courbe bleue ici, là, qui est réduite jusqu'en 2050, qui se réduit drastiquement. C'est une division des émissions par 5, depuis aujourd'hui, environ par 5. Et parallèlement, l'augmentation des puits de carbone par 2 pour arriver en fait à un niveau d'émission égal à celui du potentiel d'absorption et de séquestration des différents puits de carbone du territoire français, pour arriver à la neutralité carbone en 2050 à l'échelle française. Donc, je viens de dire avec tout ça que l'objectif de l'accord de Paris, c'était d'arriver à cette neutralité carbone autour de 2070 pour le monde, mais 2050, c'est l'objectif que la France s'est fixé et l'Union européenne la suit dans cet objectif. Donc, cet accord de Paris, c'est une réduction de 40% des émissions de gaz à effet de serre en 2030 par rapport à 1990 et la neutralité carbone pour 2050. La filière Champagne pourrait s'adapter à ces accords de Paris, c'est ce qu'elle a déjà fait, elle a déjà entrepris cette démarche bien avant les accords de Paris d'ailleurs. Elle vise une réduction, on pourrait imaginer comme calendrier, de viser une réduction de 40% des émissions en 2030. Donc, c'est une feuille de route qui est adaptable à l'ensemble des vignobles et à l'ensemble des producteurs. Viser la neutralité carbone en 2050 avec de la séquestration. Et enfin, arriver à des émissions nulles de gaz à effet de serre après 2050, car on va voir que le potentiel de séquestration est quand même limité. Ce potentiel de séquestration, il a été étudié récemment, et notamment autour de l'initiative 4 pour 1000, dont vous avez sans doute entendu parler, qui vise à augmenter le taux de matière organique dans les sols agricoles. Donc, il y a eu un rapport de cette étude qui a été rendu en début d'année, il y a un mois, et qui présente le potentiel de séquestration des différents sols agricoles en fonction de leur type de culture. Ce qu'on peut voir dans ce rapport, c'est que l'enherbement du vignoble, donc un enherbement permanent, permettrait, par rapport à évidemment un vignoble non enherbé, un potentiel de séquestration de 750 kg de CO2 équivalent par hectare et par an. On a un autre levier d'action pour séquestrer du carbone, c'est celui d'implanter des haies dans le vignoble, donc, qui correspond à 500 kg de CO2 équivalent pour 100 mètres de haies. Donc, soit mettons-nous dans l'optique où je décide en tant que viticulteur, par exemple demain, d'enherber mon vignoble et de mettre 250 mètres de haies. Donc, j'arrive à… Alors oui, je vais revenir ensuite, je reviens là-dessus. Voilà, ce que je voulais montrer, c'était est-ce que les puits de carbone du vignoble suffisent à compenser les émissions de la Champagne? 1 hectare de vignoble champenois, c'est environ 10 000 bouteilles commercialisées. Bon, évidemment, c'est fluctuant selon les années, mais c'est environ ce qu'on a. Et c'est une bouteille environ 2 kg de CO2 équivalent. Donc, c'est 20 tonnes de CO2 émises. 1 hectare peut séquestrer avec de l'enherbement et 250 mètres de haies environ 2 tonnes de CO2. Si je fais le solde, j'ai quand même un solde positif de 18 tonnes de CO2. Donc, on voit bien que la séquestration a un potentiel d'atténuation des émissions, mais elle ne suffit pas à elle seule à compenser l'intégralité des émissions de production actuelles de la bouteille de champagne. Alors, on a d'autres leviers d'action qu'on peut ajouter, notamment le développement de l'agroforesterie, qui est très dépendant de l'application en fonction des vignobles. On a aussi d'autres leviers qui sont plus difficiles, mais qui existent. Notamment, on peut valoriser le stockage de carbone du bouchon de champagne. Alors, un bouchon séquestre environ 200 grammes de CO2 équivalent. Donc, évidemment, c'est en fonction de sa fin de vie. Si le bouchon est jeté ou incinéré, tout ce CO2, tout ce carbone est relargué dans l'atmosphère. Et on a aussi le développement de techniques de capture du CO2 lors de la fermentation qui sont aussi encore des techniques à évaluer.
Voilà, je vais m'arrêter avec cette conclusion qui, en tout cas, face à ce réchauffement manifeste et ce dérèglement climatique, atténuation et adaptation sont nécessaires. L'atténuation afin d'éviter l'ingérable, donc diminuer les émissions et augmenter la séquestration du vignoble, mais aussi s'adapter, comme on l'a vu en tout début de présentation, les impacts du dérèglement climatique se font sentir et se feront de plus en plus sentir. Et il est nécessaire de les anticiper afin de pouvoir y remédier. Je vais laisser la parole à Pierre dans la continuité de ma présentation. Alors, je ne sais pas si Pierre, en tout cas, je sais qu'on a Cédric Mousset qui est en. Alors, parfait. On a Cédric également et on a Pierre. Je sais que Cédric, tu es actuellement en déplacement et tu as réussi à te connecter. Je ne voudrais pas te mobiliser trop longtemps. Je ne sais pas si Pierre l'accepte. Est-ce que je peux passer la parole rapidement à Cédric avant de te passer la parole, si ça ne te dérange pas? Oui, pas de souci, ouais, Cédric. Si vous préférez passer en premier, il n'y a pas de problème. C'est parce que c'est comme il est en déplacement, je ne sais pas trop bien sûr. S'il va pouvoir se rester connecté très longtemps. C'est super gentil, Adrien. Alors, je suis revenu quand même sur l'exploitation pour pouvoir vous montrer des petits soucis de connexion. Derrière. Je voulais profiter de ça. Mais je vais essayer de faire rapide. Je veux pas prendre trop de temps à tout le monde. Essayez de dire des choses peut-être un petit peu essentielles. Le bilan carbone, je trouve ça tellement formidable que la Champagne travaille dessus, puisque finalement, toute cette petite histoire a commencé en 2003. On parle tout le temps d'environnement, d'écologie, mais en fait, on doit être de toute façon la première filière agroalimentaire au monde à avoir travaillé sur le bilan carbone, puisque dès 2003, on avait les émissions globales de l'ensemble de la production. Il y a des progrès énormes qui ont été faits. Et c'est vrai que, en ce qui me concerne, j'ai été sensibilisé à cette époque. Et finalement, à l'époque, je travaillais en fait, j'étais au groupe des jeunes viticulteurs de Champagne. Et en fait, on avait fait une assemblée générale sur ce sujet. C'était le plan climat. Et donc, forcément, quand on a travaillé sur des sujets aussi importants, ça nous imprègne un petit peu tout au long de notre vie. Et depuis 2003, ça fait quand même 18 ans que on va dire que chaque choix que je vais faire chaque jour, il va être évidemment pour faire des vins meilleurs, mais aussi pour avoir une neutralité environnementale beaucoup plus importante. Alors ça va très très loin. En fait, on a commencé un petit peu, c'est symbolique, hein, on voit des panneaux photovoltaïques derrière, mais ça c'est mon bâtiment de production. On produit plus d'électricité à l'année que ce que l'on consomme sur la production, notre salle d'accueil et les 2 maisons d'habitation qui sont sur l'exploitation. On produit notre eau chaude thermique, alors pas évident, hein, se croire à la météo là, mais voilà, l'eau chaude thermique qui est ici. Ici, on a des puits de lumière. Tout le bâtiment, il est sous puits climatique, c'est-à-dire qu'en fait, on a enterré 140 mètres de tuyaux à 4 mètres de profond. Et en fait, ça fait maintenant une dizaine d'années, puisque le bâtiment a 10 ans, qu'on régule la température absolument sans aucune climatisation. Alors, c'est un bâtiment qui est hors sol, il y a une partie qui est enterrée, mais pas tout. Donc, c'est un bâtiment qui est assez moderne, mais pourtant, ça fonctionne bien. Et il y a juste un petit ventilateur qui injecte de l'air dans ce puits climatique. Et comme on a une température de 8-10 degrés, 8 degrés plutôt l'hiver, 10 degrés plutôt l'été, à 4 mètres de profond, eh bien, on régule la température de la cave comme ça. Après, il y a un petit puits qui est juste derrière moi. Je vais y arriver. En fait, on récupère une grosse partie. Enfin, il y a une grosse partie des eaux qui sont utilisées dans le bâtiment qui viennent de ce puits. Évidemment, tous les eaux de traitement, tous les eaux de lavage. Et les eaux vont aussi derrière, un petit peu comme partout en Champagne maintenant, on récupère les eaux dans une très très grosse cuve. Et la petite particularité de la maison, c'est que moi je les mets sur mon propre compost, puisqu'on fait à peu près 1500 mètres cubes de compost avec 3 amis depuis plusieurs années. Et en fait, on récupère du fumier de bovin, des fumiers de chevaux, des rafles issues de la distillation, des bois de taille de la ville de Reims. Voilà. Et en fait, il faut hydrater énormément le compost, parce que pour vous donner une idée, 1500 mètres cubes de compost, il faut à peu près 200 mètres cubes d'eau en été au total pour l'hydrater.
Voilà. Donc en fait, l'idée est de travailler en circuit fermé et d'avoir une neutralité environnementale la plus importante possible. Après, évidemment, je vous passerai les détails comme la bouteille allégée, mais chaque chose, on va dire, qui peut être faite pour l'instant avec les moyens qu'on a, à savoir, je sais pas, ma bouteille, elle est produite à moins de 50 km d'ici, hormis le bouchon, c'est-à-dire que ce soit le muselet, la coiffe, la bouteille, l'étiquette. Dans l'étiquette, on travaille avec une étiquette avec 80% recyclés et les 20% restants, c'est des résidus de raisin. Voilà, donc on est sur des tout petits détails. Je vous donne des exemples en allant qui me passent par la tête. Il y a 2 ans, j'avais reconstruit un nouveau centre de pressurage et 100% en fait des choses qui ont été utilisées venaient de France. Évidemment, les composants du pressoir, il y a certainement des choses qui viennent de l'autre bout du monde, mais le pressoir a été assemblé à 28 km de chez moi. Les caissettes à vendange, ils viennent de France. Enfin, voilà. L'idée, c'est d'essayer de faire le plus complet possible et alors avec des calculateurs carbone, on va dire, qui sont ce qu'ils sont, mais en 2003, j'avais fait mon bilan carbone. On produisait à l'époque 35 000 bouteilles. Aujourd'hui, on produit un petit peu plus de 90 000 bouteilles et on est toujours au même bilan carbone. Donc en fait, on a plus que divisé par 2 nos émissions. Alors, il s'avère que les émissions étaient importantes à l'époque. Quand on part de loin, c'est toujours plus facile de faire des efforts. Après, voilà, il y a aussi des émissions qui sont compensées, qui sont peut-être pas formidables. Quand je voyage à l'autre bout du monde en avion, et ben, je m'achète une bonne conduite en compensant mes émissions carbone, en espérant qu'à l'autre bout du système, il y a des gens qui replantent des arbres. Voilà. N'hésitez pas si vous avez des questions. J'ai balayé un petit peu les choses que je fais, mais c'est pas si évident comme ça, en monologue. C'est le nombre de retours, mais non, c'est intéressant. Merci beaucoup Cédric, oui, c'est ce que tu dis, entre 2003, tu as réussi à réduire entre 2 et 3 ton bilan carbone, si on ramène au kilo, parce que tu produis plus de raisins, aussi tu vas augmenter aussi ton… Ouais, en fait, j'ai l'habitude de parler à la bouteille, et effectivement, ouais. on a presque fait x3, mais toujours avec… Divisé par 3. Ah bon, oui, en bouteille. On produit presque 3 fois plus de bouteilles, mais toujours avec le même bilan carbone. Exact, voilà. Après, il y a plein de choses qui ont été faites… avant, je passais pour labourer. Après, je passais pour tondre la pelouse. Maintenant, on a un passage, je tonds, je laboure et je fais mon séquestrène. Enfin, c'est des petites choses, mais l'impact, elle est énorme, quoi. Ouais. Et surtout cette approche collaborative que tu évoques souvent, c'est ça qui est aussi intéressant, c'est que tu réfléchis aussi donc local d'abord, mais aussi n'hésite pas à travailler et d'emmener tes voisins et des gens autour dans cette démarche. Et c'est ça aussi, c'est bien parce que c'est des bonnes initiatives qui font des choses. C'est intéressant. Le bilan carbone, en fait, ça veut dire aussi. Je ne sais pas, on va prendre un exemple. Acheter une charrue tout seul, elle a un bilan carbone, cette charrue. Si on l'achète à 2 et qu'au lieu de travailler 5 hectares, on en travaille 10, ben, en fait, le bilan carbone de cette charrue a été divisé par 2. Voilà. Et en fait, en Champagne, on n'a encore pas assez l'habitude, je trouve, de créer des CUMA, de travailler en partage d'outils, alors il n'y a pas que des partages d'outils, évidemment, il y a des partages d'expériences, de connaissances, mais il y a des choses à faire vraiment, vraiment très sympas, qui sont bien souvent en plus très économiques. Voilà. J'ai une question de Sixte qui te pose la question: quel calculateur as-tu utilisé pour le bilan carbone? Le premier calculateur du CIVC, tout simplement. D'accord. Qui a dû évoluer. On va passer la parole peut-être à Pierre Naveau justement pour la suite. En tout cas, merci beaucoup Cédric, c'est toujours très intéressant de voir ton approche et voilà. Et tu seras présent donc également au hackathon, je crois dimanche matin, pour coacher un petit peu les projets qui seront travaillés le week-end prochain.
Et merci encore pour cette disponibilité. Non, bah, merci, et bravo pour tout. Merci Cédric. À bientôt. Au revoir. À bientôt. Merci, à bientôt. Pierre, c'est à toi, la transition est toute faite. Oui, c'est parfait, même tout est dit. Voilà. Comme toujours, avec Cédric, c'est très éloquent et très clair. Donc, ouais. Donc, je vais parler de la démarche collective, mais il a dit déjà beaucoup de choses qui sont assez essentielles. Donc, au niveau, juste un petit rappel avant de démarrer sur le plan carbone plus spécifiquement. C'est une démarche qui prend place dans une démarche plus large, qui est l'engagement environnemental de la filière champagne, qui s'est formalisé au début des années 2000 avec la réalisation d'une série de diagnostics environnementaux sur l'ensemble des pratiques viticoles et vinicoles. Un diagnostic qui a été complété d'un bilan carbone en 2003 avec Monsieur Jean-Marc Jancovici. C'était le premier bilan carbone d'une région viticole au monde. On était assez pionniers à l'époque, où voilà, les enjeux carbone-climat étaient encore assez abstraits. Et suite à cette phase de diagnostic, il y a eu construction de plans d'action en 2004-2005, un plan eau, un plan biodiversité, un plan carbone. Il faut bien garder ça en tête, c'est que l'empreinte environnementale de nos activités viticoles, elle est multiple. C'est pas que du carbone. Il y a aussi ces enjeux eau et biodiversité. Ça, c'est quelque chose qu'on essaie de garder en tête quand on va évaluer une amélioration, une nouvelle technique pour éviter ce qu'on appelle un déplacement de pollution, c'est-à-dire en voulant améliorer un impact, on va peut-être dégrader un autre impact. Alors, cette démarche collective, elle a deux piliers essentiels. Le premier, c'est que on essaie d'entraîner tout le monde dans cette démarche. On a coutume de dire les progrès de tous ont plus d'effet que les prouesses de quelques-uns. C'est-à-dire que c'est super d'avoir des pionniers comme Cédric, et on le remercie encore de servir d'exemple, mais ça sert à rien si les 15 000 vignerons, les 300 maisons de champagne ne sont pas tous dans une démarche de progrès, chacun à leur échelle. Et d'ailleurs, chacun à leur échelle, ça m'amène au deuxième pilier de la démarche, qui est l'amélioration continue. L'idée, c'est toujours la même dans toutes les démarches, que ce soit en viticulture durable, sur la démarche carbone, ou dans un diagnostic biodiversité, etc. C'est toujours cette démarche d'amélioration continue qui est, on va s'évaluer sur son point de départ, à l'endroit où on est à un instant T. Sur la base de cette évaluation, on va construire un plan d'action. Donc ça, c'est la partie plane de l'amélioration continue. On construit ce plan d'action pour améliorer les points sur lesquels on n'est pas forcément très performant. On a la partie do, qui est le déploiement du plan d'action. Une partie check, qui est la partie évaluation, validation, suivi d'indicateurs de progrès. Et la partie act, ce sont les actions correctives. Et donc, avec cette démarche plan, do, check, act, on est en permanence en mouvement. C'est quelque chose de très important. Qu'on soit très avancé dans sa démarche ou débutant, c'est le même tarif pour tout le monde. On s'évalue et on regarde où on en est et on regarde où on peut s'améliorer. Ça c'est quelque chose, j'insiste lourdement dessus, parce que des fois on peut avoir des gens qui sont peut-être très performants en vigne et qui disent j'ai toutes les certifications possibles, moi je suis super écolo. Ah oui, mais alors attendez, vous avez peut-être la bouteille la plus lourde de la Champagne et votre empreinte carbone, elle est pas si bonne que ça en fait. Inversement, des gens qui démarrent ou qui reprennent une exploitation, qui se disent waouh, le sujet il est extrêmement vaste, je sais pas par où démarrer. Pas de panique, toujours la même chose. On s'évalue et on regarde où sont les grands axes de travail et on s'améliore progressivement. Alors, le bilan carbone de la Champagne, de quoi on parle exactement? Où sont les grandes masses? Alors, quand on a réalisé le bilan carbone, donc en 2002-2003, la méthode bilan carbone était en train d'être élaborée. On a servi un petit peu de cobaye à l'époque, on est assez fiers de le rappeler, à la construction de cette méthode. Il s'agit en fait de recenser les émissions de gaz à effet de serre
que ce soit dans notre cœur de métier, c'est la zone que vous avez en bleu hein, dans le graphique que vous avez sous les yeux, que ce soit véhicule de l'entreprise, consommation d'énergie sur place, consommation de combustible, les émissions des procédés, mais aussi en amont et en aval de nos activités. Alors ça, c'est souvent quelque chose qui est contre-intuitif, c'est qu'on ne va pas regarder seulement ce qui se passe chez nous, mais aussi ce qui se passe chez nos fournisseurs, nos prestataires, et aussi en aval de nos activités, le devenir de nos produits, il a un impact. On en est en quelque sorte responsable, ou en tout cas notre activité est liée aussi à ce que va devenir ce produit, et donc c'est quelque chose qu'il va falloir évaluer. Alors là, j'insiste là-dessus. Il s'agit pas, c'est pas une histoire de dire vous êtes responsable de ça ou de blâmer quoi que ce soit. C'est un diagnostic global pour voir. C'est aussi un diagnostic de vulnérabilité, pardon. C'est-à-dire que effectivement, ce qui se passe chez votre verrier, le mix énergétique de votre verrier, bon, c'est avant tout un choix de Verallia, OI, Saverglass. Ok, mais le jour où il y a une taxe carbone ou une raréfaction des matières fossiles, des investisseurs qui ne prêtent plus à des acteurs qui consomment trop d'énergie fossile, etc., ça va se répercuter in fine sur le prix de la bouteille que vous allez acheter, sur votre capacité à vous approvisionner en emballage, etc. Et donc, il faut avoir cette vision globale si on veut pouvoir se prémunir de ce type d'événements un petit peu désagréables. Et donc, quand on applique cette méthodologie d'évaluation à l'échelle de la Champagne, ce qu'on voit, c'est que donc la grosse surprise à l'époque, hein, c'était que le bilan carbone de la Champagne, notre cœur de métier vigne et vin, vous avez la partie orangée rouge, c'est finalement une partie assez minoritaire hein, de notre empreinte carbone. Alors là, dans la partie vigne, on retrouve les consommations d'énergie des tracteurs, l'usage de la fertilisation, puisque comme Damien l'a rappelé, les émissions azotées, donc le protoxyde d'azote, c'est un gaz à effet de serre. On va retrouver l'usage des sols, éventuellement défrichement, par exemple, combustion biomasse, etc. Et sur la partie vin, c'est essentiellement consommation d'énergie des caves et gaz frigorigène aussi. Donc ça, Damien l'a expliqué aussi. Les gaz frigorigènes sont des gaz à effet de serre. On a environ 30%, c'est la partie bleutée de notre empreinte carbone qui est représentée par des déplacements. Donc, déplacements de personnes avec notamment une partie œnotourisme et fret, donc déplacement de marchandises. Alors là, c'est pareil, hein, déplacement amont et aval. Il y a le fret amont de tout ce qu'on va acheter et le fret aval, bien entendu, des bouteilles qu'on va expédier chez le consommateur. Une partie intrant, alors là, oui, la partie que vous avez sur la gauche du graphique, donc qui est en vert et un petit peu brun, ce sont tous nos achats de biens et de services. Donc, on voit que ça représente plus de 50% de l'empreinte carbone de la Champagne. Et donc, il va falloir élargir notre périmètre d'action, puisqu'on ne peut pas se contenter juste de nos activités si on veut réduire correctement notre empreinte carbone. Les intrants, là-dessus, on retrouve pas seulement les intrants viticoles, mais c'est tout ce qu'on appelle intrants au sens du bilan carbone. Donc, ça peut être voilà consommation de matériaux, les intrants économiques aussi, c'est-à-dire par exemple des prestations. Quand vous faites appel à un cabinet de notaires, d'avocats, à une agence de communication, à des distributeurs, etc. Ce sont aussi des activités qui ont une empreinte carbone, hein, puisqu'il y a des personnes qui vont se déplacer, qui vont consommer de l'énergie, etc. Donc ça se retrouve aussi ici. On a la grosse partie de ce que j'appellerais l'épreuve reine hein, du bilan carbone, c'est les emballages, avec bien entendu la bouteille en verre. Donc là, on retrouve la consommation de gaz dans les fours verriers, mais aussi une partie sur tout ce qui est carton, étui, caisse, etc. Ça peut être aussi plastique, mais voilà, essentiellement avec la bouteille et le carton, on a les grosses parties de l'emballage. Les immobilisations, c'est tout ce qui est construction de bâtiments, l'équipement, aussi amortissement d'un tracteur, les cuves, etc. Donc tout ce qui est équipement matériel. Et les déchets et sous-produits, donc élimination de nos déchets, avec là une partie assez importante qui est représentée par le mix énergétique des distilleries.
Alors, sur la base de ce diagnostic, la filière s'est fixé un objectif en 2005 de facteur 4, c'est-à-dire de réduire de 75% nos émissions en 2050 par rapport au premier diagnostic de 2003, avec une visée d'atteindre la neutralité. Alors, pour l'instant, on l'affiche pas ouvertement parce que on aimerait bien arriver à le quantifier et à voir ce qui est réellement faisable. On voit beaucoup d'entreprises aujourd'hui ou beaucoup de pays qui disent on va vers la neutralité. En pratique, derrière, il n'y a pas de mesures concrètes, il n'y a pas de chiffrage d'actions qui disent on va y arriver en faisant ça, ça et ça. Donc, c'est facile de l'annoncer. Nous, on aimerait bien quand même voilà, arriver à mettre les actions derrière avant d'annoncer ça. Mais effectivement, c'est l'objectif à long terme d'arriver vers de la neutralité. Alors, 2050, c'est quand même assez loin. Donc, à court moyen terme, on s'est fixé l'objectif de moins 25% en 2025. Aujourd'hui, donc, quand on réalise le bilan carbone à intervalles réguliers, donc on le fait tous les 5 ans, là je vous ai mis les diagnostics 2013 et 2018, donc on voit qu'aujourd'hui, en 15 ans, donc de 2003 à 2018, on a réduit de 14% l'empreinte carbone de la filière. Ce qui nous met en bonne voie pour atteindre l'objectif de moins 25%. Sachant que dans le même temps, le volume d'activité, alors tout ce que je vous dis, c'est pré-Covid, hein, bien sûr, avait augmenté. Donc, ramener à une bouteille, le ratio a encore diminué. On va le voir par la suite. Donc, on est plutôt sur une bonne trajectoire, mais il ne faut pas s'arrêter là parce que clairement, il y a encore beaucoup d'actions à déployer si on veut arriver à cet objectif de moins 25% en 2025. Les évolutions qu'on a pu constater sur ces 15 dernières années, quelles sont-elles? Alors, une sortie de la lutte anti-gel, notamment grâce à la réserve individuelle, et un recours à des mesures de lutte anti-gel qui sont le moins impactantes possible. Donc là, ça rejoint ce que disait Cédric. Quand on veut utiliser une technique, toujours évaluer l'ensemble, enfin les impacts de cette technique. Et donc toutes les mesures de lutte anti-gel qui étaient basées sur de la combustion directe, fuel, chaufferette, etc., ont été fortement déconseillés, voire même bannis du référentiel viticulture durable, par exemple. Et donc, on voit que ça paye au niveau empreinte carbone et on voit aussi que ça paye grâce à la réserve individuelle. Quand on voit nos pauvres collègues dans d'autres régions qui sont en train de mettre en place des mesures un peu désespérées pour sauver la récolte, on est quand même assez content en Champagne de ne pas en arriver là, quoi. Une baisse des défrichements puisque en fait toute l'appellation est plantée, réduction des engrais minéraux qui sont fortement émetteurs de protoxyde d'azote. Alors électricité, gaz frigorigène, c'est essentiellement au niveau des caves où on a eu un gros travail d'efficacité énergétique. Emballage, alors là on voit surtout le travail d'allègement de la bouteille, hein, de passer d'une bouteille à 900 grammes à une bouteille à 835 grammes. La valorisation des sous-produits, ça c'était un gros travail des distilleries qui ont abandonné l'usage de charbon, de fuel sur leur site. Aujourd'hui, on est plutôt sur du gaz et des chaudières biomasse. Ça s'est vu fortement sur notre bilan carbone. Et une réduction des intrants, puisque réduction des phytos et de la fertie se retrouve aussi voilà, sur le bilan carbone. Dans les hausses, on a une tendance à plus d'équipements, informatique, bâtiment. Le no-tourisme, alors là encore, hein, pré-Covid, hein, il y avait un effet UNESCO qui faisait qu'on avait un petit peu plus d'empreinte carbone sur ce poste-là. Une hausse du carburant, sans surprise, liée à la sortie des herbicides et donc à plus de travail mécanique. Une hausse du fret, alors là, c'est parce qu'on exportait plus et plus loin sur des marchés un petit peu plus éloignés qui étaient en développement. Et des postes qui, pour le coup, avaient plutôt tendance à rester sensiblement identiques, déplacement de personnes, domicile-travail, emballage à expédition hors bouteille, c'est-à-dire tout ce qui est palette, palettisation, etc., où on était sensiblement sur les mêmes technologies. Déplacement professionnel, donc ça c'est de personnes lors de export, salon, etc., et la valorisation des déchets. Et donc ramener, je le disais tout à l'heure, voilà, le ratio par bouteille, il est intéressant aussi, puisque par bouteille, on a moins 20%, et par euro de chiffre d'affaires de la filière, on est à moins 26%. Alors ça, c'est corrigé de l'inflation, hein, je précise bien, parce que sinon, c'est très facile d'avoir des ratios extraordinaires. En euro constant, on est à moins 26%.
Alors, le plan carbone de la filière derrière ces évolutions, quel est-il? Alors, juste un petit rappel, Damien l'a expliqué tout à l'heure, il faut bien distinguer adaptation et atténuation. Là, je vais parler du plan carbone, c'est-à-dire l'atténuation de notre empreinte carbone. L'adaptation, c'est plutôt ce qui relève de ce qu'on peut appeler un plan climat. C'est le cœur de métier viticulture et œnologie. Aujourd'hui, ça fait partie du quotidien des projets viticoles et œnologiques, donc ça fera pas l'objet de cette présentation. Il est essentiel de pouvoir atténuer si on veut pouvoir s'adapter. Alors, là, vous avez sous les yeux le déroulé du premier plan carbone, donc sur la première décennie 2005-2015, avec ce premier diagnostic. Une des premières actions assez symboliques, ça a été d'annoncer un allègement de la bouteille, donc qui a été généralisé sur 2011-2013. Voilà, donc ça, c'était un axe assez fort. On parle aujourd'hui pas mal, et j'ai vu que c'était dans les questions d'ailleurs, de consignes. Un petit rappel sur la consigne de la bouteille. On a un problème avec le verre, c'est que le verre a ce qu'on appelle la mémoire des chocs. C'est-à-dire qu'une bouteille qui, dans son cycle de vie, va recevoir des chocs, que ce soit en ligne de production, mais dans la distribution, chez le consommateur, dans la récupération, réutilisation, lavage, etc., va être fragilisée, va subir une série de micro-fragilisations, micro-fissures, suite à ces chocs. Et en fait, quand on récupère une bouteille qui a déjà été utilisée, on n'a aucune garantie sur sa tenue à la pression, sachant qu'on a une pression de 6 bars dans une bouteille de champagne, vous le savez mieux que moi. On ne peut pas prendre de risque là-dessus, notamment vis-à-vis du consommateur. Et donc, ça, c'est un gros point bloquant vis-à-vis de la réutilisation, sachant qu'en plus, une bouteille réutilisable est en général une bouteille alourdie. Donc, qui va plutôt, ça va être intéressant quand on est sur des produits où on a des faibles pressions et où on est sur un bassin de consommation assez limité. L'ADEME avait fait un calcul, c'était sur 150-200 km de rayon de consommation. C'est pour ça que ça marche très bien pour la bière, par exemple, en Alsace ou chez nos voisins allemands. La bière étant un produit qui voyage assez peu, qui s'exporte assez peu, c'est assez facile de mettre en place un système de consigne. Vous comprendrez très bien que sur un produit qu'on exporte au Japon, aux États-Unis, la consigne, ça fait pas vraiment sens. Rapatrier des bouteilles des États-Unis, ça devient complètement délirant en termes de bilan environnemental et de bilan économique. Et notre analyse en termes d'impact environnemental, c'est qu'il est beaucoup plus intéressant d'aller vers encore plus d'allègement, peut-être 800 grammes, pourquoi pas. On voit que c'est techniquement possible. Il y a déjà des bouteilles sur le marché qui font 800 grammes. Et augmenter toujours le taux de calcin dans les bouteilles. Donc, aujourd'hui en Champagne, on est facilement au-delà de 90% de verre recyclé dans une bouteille. Ça permet vraiment d'alléger l'empreinte carbone de notre bouteille. De la même façon, travailler avec les verriers sur un mix énergétique qui soit moins carboné. Ça, c'est des leviers qui sont immédiatement et beaucoup plus facilement actionnables. La consigne, on pense que c'est plutôt à réserver, sur des vins, des huiles d'olive, des choses comme ça. Pourquoi pas sur des bassins de consommation locales, ça peut être intéressant. Bon, c'était une digression, mais je pense que c'était important de le rappeler. Il y a eu un travail qui a été fait avec les partenaires de la filière, notamment recherche et développement, avec une conférence en 2006. Je vous mets quelques actions phares. Il y en a eu beaucoup. On va pas toutes les lister. C'est plusieurs dizaines. Le calculateur carbone que Cédric évoquait, donc a été rendu public en 2008. Le programme Anaxagore avec la valorisation des sous-produits de la filière et l'intégration de biosourcés dans la filière. Tout un travail sur la construction durable qui a été matérialisé par le guide construction durable qui est disponible sur l'extranet du comité Champagne, et à intervalles réguliers la réalisation de bilans carbone pour voir où on peut améliorer toujours nos procédés. En 2015, au moment de la COP 21, on s'est dit la Champagne va faire sa COP aussi, ça fait 10 ans qu'on travaille le sujet, on va tout remettre à plat. Donc on a fait un audit, on a fait un travail avec toutes les parties prenantes de la filière, les vignerons, les maisons, les prestataires, les fournisseurs, les institutionnels, des financeurs. Il y avait notamment des banques qui étaient là, j'en oublie certainement, les transporteurs, etc. Et donc, ça s'est matérialisé notamment par un forum des parties prenantes et par toute une série de groupes thématiques qui nous ont permis de construire le deuxième plan carbone sur 2015-2025, donc qui nous occupe actuellement.
Alors, toutes les actions de ce plan carbone, elles ont été évaluées sous l'angle environnement, bien entendu, mais aussi économique, faisabilité, l'acceptabilité pour à la fois les professionnels de la filière, mais aussi pour les consommateurs. Hein. Une solution qui serait très intéressante, mais qui dégraderait totalement l'image de notre produit ne serait pas acceptable. La mobilisation, le suivi possible de ces progrès. Encore une fois, on essaie toujours d'éviter d'être monocritère parce que c'est souvent la meilleure façon de partir sur des fausses bonnes idées. Et donc, voilà, c'est comme ça qu'on a construit le plan carbone version 2. Alors, ce plan carbone, aujourd'hui, il comporte 90 actions. Donc, je vous rassure, je ne vais pas toutes les lister. Il y a un petit résumé qui a été publié dans le Vigneron Champenois de juillet-août 2020. Je pense qu'on pourra peut-être diffuser l'article aux participants de la conférence. Ça, on verra avec Adrien là-dessus. Juste un petit résumé des grandes thématiques. Donc, la première, bien sûr, toujours cœur de métier, c'est le déploiement de la viticulture durable dans la filière, puisque dans la viticulture durable, il y a un ensemble de critères qui relèvent de la démarche carbone, que ce soit au niveau du raisonnement des intrants, que ce soit sur l'équipement matériel de palissage, par exemple, on parle des piquets bois. Ça paraît anecdotique, hein, souvent les gens nous disent « Ah oui, piquet bois, c'est un petit peu gadget ». L'empreinte carbone d'un piquet bois versus un piquet acier, on voit qu'il y a quand même une grosse différence. Donc, c'est quelque chose auquel on tient. Au-delà, en plus de l'aspect image aussi, ça permet de vendre une démarche environnementale auprès des consommateurs. Mais c'est pas que du greenwashing. Hein. Enfin, c'est pas du greenwashing, pardon. Il y a une différence d'impact qui est assez significative là-dessus. Tout ce qui relève de la lutte anti-gel, enherbement, engrais verts, infrastructure agroécologique, un focus sur le machinisme avec un déploiement de techniques alternatives, un travail sur l'électrique, sur les robots, sur un machinisme qui serait certainement plus... On va faire un machinisme qui va être certainement plus léger. Voilà, un gros travail là-dessus. Il y a un groupe de travail thématique spécifique à la partie machinisme. Sur la partie œnologie durable, il y a l'élaboration d'un référentiel d'œnologie durable un petit peu sur le modèle de ce qui se fait en viticulture, avec raisonnement des consommations d'énergie, des procédés, un travail sur l'optimisation de la vendange, du transport, du stockage des raisins pour limiter l'échauffement et donc réduire toutes les consommations d'énergie liées à la régulation de température. Un travail sur l'éco-conception des emballages, donc toujours, je parlais de la bouteille, mais donc au niveau de l'emballage au sens global, on a un partenariat avec Adelph, notre éco-organisme, qui développe tout un tas d'outils pour éco-concevoir son emballage. Pour faire simple, c'est éco-concevoir son emballage, c'est alléger, faciliter la recyclabilité, donc aller vers du monomatériau, éviter des étuis, des coffrets, des choses avec beaucoup de matériaux différents, des calages plastiques, etc. Alléger les cartons. On se rend compte que quand on regarde sur les catalogues des fournisseurs, une solution carton plus intercalaire, la plus légère et la plus lourde, on a un facteur 3 en termes de poids. Donc, juste en prenant la solution la plus légère, on réduit par 3 sa consommation de carton. C'est pas un carton sur lequel il y a des problèmes de casse, etc. Hein. C'est un carton qui tient vraiment le cahier des charges de la filière, mais qui est 3 fois plus léger que le carton le plus lourd qu'on peut trouver sur le marché. Voilà, un exemple parmi d'autres. On a vu une sortie progressive du plastique. Hein. Le plastique a mauvaise presse à juste titre. Aujourd'hui, les étuis en plastique, c'est quelque chose qu'on voit de moins en moins. Et ça se retrouve sur le bilan carbone de la filière. Travail sur le bouchon. Hein. Damien en parlait tout à l'heure. Le bouchon, on a la chance d'avoir un intrant qui permet un stockage. Alors, c'est pas seulement dans le bouchon. En fait, la plus grosse partie du stockage du bouchon, elle est permise en fait par le maintien des forêts de chêne-liège dans le sud de l'Europe, essentiellement en Espagne et au Portugal, mais aussi dans le sud de la France. Et donc, ça permet un stockage carbone indirect en fait dans ces forêts aussi. Donc voilà, je vais passer un petit peu, sinon je vais
aller perdre un peu de temps. Au niveau du bâtiment, donc éco-construction des bâtiments, vous avez vu l'exemple du bâtiment de Cédric. La filière vitivinicole a une spécificité, c'est que le bâtiment, c'est pas seulement une enveloppe, hein, c'est un outil de production, et la façon dont on va concevoir son bâtiment va influencer la façon dont on va travailler. Un exemple parmi d'autres, les systèmes gravitaires, hein, pour faire des transferts entre différentes cuves qui peuvent permettre économie d'énergie au niveau des pompes, qui peuvent être intéressantes aussi au niveau de la qualité du vin. Ça peut être au niveau de l'inertie thermique d'un bâtiment, avec des bâtiments semi-enterrés, isolation, etc., pompe à chaleur, enfin, voilà, là, il y a beaucoup de travail à faire sur ces sujets-là. Aussi, quelque chose qui se développe pas mal avec les nouvelles technologies, qui est suivi et pilotage de ces bâtiments, avec des régulations, avec des capteurs de présence pour la partie éclairage, hein, qui est quand même un gros poste, hein, dans les caves champenoises. Éclairage efficace avec des diodes, etc. Et un partenariat avec notamment les énergéticiens qui ont tout un système de certificat d'économie d'énergie qui permet de financer une bonne partie des investissements qui sont nécessaires à ces gains énergétiques. Sur la partie fret, alors ça c'est une partie qui est vraiment assez ardue parce que aujourd'hui, on va pas se mentir, pour le fret sortie cave, à part le routier, il n'y a pas grand-chose, hein. On travaille, on a discuté avec Voies navigables de France, avec SNCF, mais clairement, c'est pas des secteurs qui se développent fortement. Donc aujourd'hui, les principaux partenariats, c'est avec les transporteurs routiers sur la charte objectif CO2. Les transporteurs ont quand même fait des gros progrès là-dessus. On voit des motorisations alternatives aussi qui se développent. Et par contre, sur le grand export, un partenariat avec des startups qui développent le fret à la voile, hein. Vous avez certainement vu passer ces communications-là. Et donc, il y a aujourd'hui des opérations pilotes qui se mettent en place de fret à la voile entre le Havre ou La Rochelle et New York ou Montréal, et donc qui permettent une alternative aux porte-conteneurs. Alors, c'est quelque chose pour l'instant d'assez anecdotique, hein, mais bon, ça peut être un petit gain de plus. Et surtout, ce qui n'est pas négligeable, c'est que ça permet de mettre en valeur toute la démarche du plan carbone de la filière. Parce que tout ce que je vous raconte par ailleurs, là, honnêtement, le consommateur, dans l'ensemble, il s'en fout. C'est pas très sexy, ça fait pas rêver, hein, tout ce que je vous dis là, c'est de l'amélioration continue, c'est des petits gains incrémentaux. Par contre, des bouteilles qui arrivent à la voile à New York, alors là, ça fait rêver, là, ça fait parler, là, on a des retombées presse, et ça peut être une porte d'entrée pour parler de tout ce qu'on fait par ailleurs et des gains carbone. S'il y a que de la voile, c'est du greenwashing. Par contre, si ça peut permettre de faire parler de tout le reste, ça peut être un drapeau, un porte-étendard assez intéressant. De la même façon, sur le no-tourisme durable, hein, sur les déplacements de personnes, travail qui a été fait notamment avec tous les acteurs du tourisme de la filière pour essayer de faire un tourisme qui soit éviter le tourisme de masse et un tourisme qui soit ce que je disais, voilà, un tourisme vert et peut-être moins mais mieux, du mieux disant, et tout ce qui relève du quad et de l'hélicoptère, etc. C'est peut-être pas la direction vers laquelle on veut aller même en termes d'image, au-delà du carbone. Je suis pas sûr que ça soit très valorisant pour la Champagne. La partie économie circulaire, c'est tout ce qui est traitement de nos déchets. On a eu un programme notamment qui s'appelle EPSI 20, donc d'économie circulaire sur le bassin d'Épernay, sur l'agglomération d'Épernay, pour valoriser l'ensemble des sous-produits et des déchets de la filière. Aujourd'hui, on a plus de 90% de nos déchets qui sont recyclés. On aimerait bien aller vers du 100%. Donc toujours trouver des marges d'amélioration. Récemment, ça a été la mise en place d'une filière de collecte pour les glacines, donc les dorsales d'étiquettes. Travailler à mieux valoriser le bois de vigne aussi. On a encore des problèmes pour valoriser les souches d'arrachage. Un exemple parmi d'autres.
Et puis, je vais finir parce que je pense que j'ai pris pas mal de temps sur la partie gouvernance, avec une évaluation systématique des pratiques, des décisions qui vont être prises au niveau collectif ou au niveau individuel, et un ensemble d'outils de formation, de sensibilisation, d'entraînement de la filière. Le plus emblématique étant la certification viticulture durable en Champagne, qui permet d'entraîner tout le monde dans cette démarche. On n'oublie pas non plus le travail de fond en termes de R&D, avec un travail sur les modes de conduite, qui est aujourd'hui en train d'être largement médiatisé sur les discussions sur les vignes semi-larges. Innovation variétale avec création de nouveaux cépages qui soient résistants non seulement aux maladies, mais aussi avec une logique résistant aux évolutions du climat. Et un travail sur le stockage carbone, que ce soit dans les sols, mais aussi, alors ça c'est beaucoup plus prospectif, mais potentiellement la valorisation du CO2 de nos fermentations. Voilà, donc beaucoup d'actions là-dessus qui sont déployées tous les ans. Sur la R&D, l'idée c'est d'avoir, une fois arrivé en 2025, et d'avoir des nouvelles actions à déployer sur 2025-2035. Si on creuse pas le long terme et qu'on est juste sur de l'application d'actions de court terme, on va vite arriver embuté en termes de marge de réduction. Et hop, je vais terminer sur la partie valeur ajoutée pour une entreprise. Alors, je vais pas toutes vous les lister, mais on n'est que gagnant dans une démarche carbone. Aujourd'hui, je pense que si vous participez à ce webinaire, vous en êtes convaincu. Pourquoi travailler sur le sujet? C'est de toute façon une demande sociétale, une demande des clients, une demande même des employés. Aujourd'hui, on voit beaucoup d'entreprises qui sont un peu à la traîne sur leur démarche environnementale, qui ont du mal à séduire des nouveaux diplômés. Il y a notamment un manifeste d'étudiants de grandes écoles qui a expliqué aux grandes entreprises du CAC 40 que ils n'allaient plus être intéressés par des entreprises qui n'ont pas une démarche sur les sujets environnementaux, et le carbone est loin devant dans ces préoccupations-là. Une façon de réduire votre vulnérabilité. Il y a quelques années, on parlait de la vulnérabilité par rapport au déplacement de personnes, etc. Les gilets jaunes sont passés par là. Je pense qu'aujourd'hui, c'est une évidence. Voilà, si vos employés viennent tous les jours en voiture et que du jour au lendemain, ils n'arrivent plus à venir au travail, ben, ça va être une problématique aussi pour vous. Et en plus de ça, c'est un levier. Alors ça va être, je pense, creuser au niveau du hackathon. Pour moi, c'est avant tout un levier majeur d'innovation. Ça permet de réinventer des process, de remettre en cause beaucoup de choses qu'on croyait acquises. Et on peut, quand on voit les innovations qui ont été appliquées dans le cadre de la démarche carbone, c'est de toute façon des innovations qui sont à gains multiples et pas seulement carbone, comme j'ai expliqué tout à l'heure. Donc voilà, je pourrais en parler des heures. Je pense que j'ai d'ailleurs explosé un petit peu mon temps de parole. Donc je vous remercie pour votre attention. Et je pense qu'on va peut-être prendre des questions. Adrien, je ne sais pas comment. Oui, on a donc VDC, c'est trop compliqué, je préfère HVE. Qu'est-ce qu'on peut dire? Oui, démarrer par là, oui, c'est bien, c'est une première étape. Oui, c'est une première étape. Si ça vous semble trop compliqué, il y a des démarches de certification collective dans VDC qui vous permettent d'être accompagnés. Voilà, encore une fois, nous on croit beaucoup au collectif. On se rend compte qu'on est souvent, on se pose tous les mêmes questions, et le faire à plusieurs, c'est toujours plus facile. Donc, vous pouvez soit commencer par HVE, soit rapprochez-vous d'une démarche collective. De toute façon, l'important, c'est que vous soyez en mouvement dans votre démarche, pas de souci. Ouais, si jamais quelqu'un veut prendre la parole, on peut donner la parole à notre audience, hein, il n'y a pas de problème, il faut juste nous le préciser dans le chat. Donc, a priori, peut-être on peut poser la question à l'audience, quels sont aujourd'hui, pour ceux qui ont répondu non à la question, je ne suis pas certifié VDC, quelles sont les raisons du blocage? Alors, il y a une question, quelle est la différence entre VDC et HVE? Il y a une dimension plus de l'appellation Champagne, hein, on prend en compte beaucoup plus de critères. Oui, alors comme on se le disait en off avant le début du webinaire, je pense que VDC peut mériter un webinaire spécifique. C'est un sujet très large. Juste pour faire rapide, HVE, c'est une démarche toute filière, donc pommes de terre, c'est une démarche agricole toute filière.
toute région. Donc, vous avez des points sur l'irrigation, etc. Enfin, des choses qui ne nous concernent pas. C'est une démarche sur un ensemble d'enjeux essentiellement raisonnés, l'usage des phytos et de la fertie. Donc dans HVE et dans VDC, vous avez une démarche beaucoup plus large, que ce soit au niveau de la biodiversité, au niveau de l'empreinte carbone. Voilà. Et donc, dans VDC, la première étape, c'est je respecte la réglementation. La deuxième étape, c'est je vais vers le HVE. Et la troisième étape, c'est la couche d'ambition supplémentaire de VDC. Mais vous pouvez tout à fait vous arrêter à HVE. Vous pouvez tester VDC jusqu'au niveau HVE. Vous voyez où vous en êtes. Si ça vous semble trop compliqué, vous arrêtez là. Et puis, si vous êtes chaud, vous continuez jusqu'à VDC. Voilà, donc c'est pas du tout antinomique. Pour moi, c'est deux démarches qui sont très complémentaires et HVE peut être une première marche très, très intéressante. Toujours dans cette logique d'amélioration continue. N'essayez pas de tout faire d'un coup. Avancez en fonction de votre niveau d'avancement. Question de Paul-Antoine d'Auvergne. Donc, la différence du bilan thermique entre voilà, l'empreinte carbone, entre un désherbage mécanique et un désherbage chimique. Alors, le désherbage, là, il faut. Le désherbage chimique doit être plus intéressant au niveau carbone, mais si on omet la dimension de pollution et puis de la partie rémanence et les conséquences, j'imagine, pour l'environnement. Voir est-ce qu'on privilégie les polluants, est-ce qu'on privilégie le carbone. À un moment, c'est plus un choix comme ça. En fait, on a réalisé que sur une exploitation viticole en désherbage mécanique, une exploitation viticole en désherbage chimique, on a une augmentation au passage en mécanique qui est d'environ 4% du bilan carbone d'une exploitation viticole. Parce que la consommation de carburant n'est pas le seul poste de gaz à effet de serre. Donc, ça fait une augmentation de 4%. Ce qu'on voit, c'est que ces 4%-là peuvent être largement tamponnés par d'autres gains. L'exemple de Cédric est bien là pour le prouver. On peut gagner sur le machinisme, sur le raisonnement des travaux, etc. et ne pas du tout augmenter son bilan carbone en passant au mécanique. Et d'ailleurs, enfin voilà, encore une fois, c'est le cas de Cédric. Par contre, le passage au mécanique permet de réduire l'impact écotoxicité qui est lié à l'usage des herbicides d'un facteur 10. On divise par 10 cet impact-là. Donc, pour gagner beaucoup sur l'enjeu empreinte eau, on accepte de perdre un petit peu sur l'enjeu empreinte carbone, sachant que, comme je l'ai dit, c'est ce qu'on perd là, on pourra le regagner par ailleurs. D'ailleurs, j'étais agréablement surpris de voir lors du passage au désherbage mécanique que beaucoup de gens d'un coup nous parlaient de bilan carbone. Donc c'est bien si ça permet de rappeler cet enjeu-là. Je vois une question sur la fermentation des cuves. Alors là, juste un petit rappel sur le problème du changement climatique. C'est essentiellement lié au carbone fossile. C'est-à-dire qu'on va prendre du carbone qui est stocké en sous-sol sous forme de charbon, gaz, pétrole, qui a mis des millions d'années à arriver dans notre sous-sol, et on va le relarguer en l'espace de 2 siècles. En gros, on est en train de relarguer tout ce qui a mis des millions d'années à se stocker. Et donc, c'est ça le vrai problème du changement climatique, c'est que ce cycle de 1 million d'années, de plusieurs millions d'années, on le perturbe avec une émission massive sur 2 siècles. Voilà. Ça, c'est le carbone fossile. On a le cycle du carbone biogénique, qui est le cycle du carbone du vivant, lié à la photosynthèse, à notre respiration. Et là, en fait, c'est un cycle de court terme, c'est-à-dire que ce qu'on va émettre quand on respire, quand on brûle du bois, etc., c'est quelque chose qui s'est stocké il y a quelques années, il y a quelques dizaines d'années, maximum quelques siècles. Voilà, donc c'est un cycle qui est en première approche considéré comme neutre, c'est-à-dire que si vous brûlez pour vous chauffer du bois issu d'une forêt gérée durablement, qui est replantée, etc., on considère que cette émission de carbone est neutre. De la même façon, quand on va le carbone biogénique de la vigne, en fait, il est stocké il est absorbé par la photosynthèse. On a une partie qui est relarguée immédiatement par la respiration de la vigne, une partie qui va être relarguée par les fermentations, donc en cuve, mais aussi ensuite dans les bulles de la bouteille, et une dernière partie qui se retrouve dans le bois de vigne.
Et donc, ces émissions-là, en fait, elles sont issues de la capture assez récente en fait de la photosynthèse. Donc, on a fait l'addition en fait de ce qu'on stockait versus ce qu'on émettait, et c'est grosso modo neutre. Donc, nos émissions de CO2 issues de la fermentation, en l'état, c'est pas un problème en tant que tel. Par contre, si on arrive à les capter, le cycle de la vigne devient un puits de carbone. Et c'est là que ça peut être intéressant. Donc, si on a des personnes qui vous disent ah oui, vous émettez du carbone lié à vos fermentations, vous pouvez leur dire que voilà, c'est neutre. Mais par contre, on aimerait bien quand même arriver à le capter pour avoir un crédit de carbone. Parce que comme le rappelait Damien, il n'y a pas que les émissions nettes, il y a aussi tout ce qui est de l'ordre du crédit qui peut nous permettre d'arriver à la neutralité. On a la même chose sur la valorisation de la biomasse, hein, bien entendu, et ensuite sur le stockage de carbone dans les sols viticoles. Une question, alors, Yann, qui n'est malheureusement plus connecté a priori, mais qui avait une question sur la perspective d'un label bas carbone. Oui, alors ça va commencer cette semaine. On a monté un groupe de travail avec les grosses interprofessions. En fait, c'est Champagne, Bordeaux, Cognac et l'IFV, Institut français de la vigne et du vin, pour construire un label bas carbone vin. Et donc, je pense que le temps que le groupe de travail national construise la méthodologie, je pense qu'il va falloir à peu près une année pour que le référentiel soit disponible. Je pense que ça permettra des financements additionnels. Maintenant, quand on voit les ordres de grandeur, comme le montrait Damien tout à l'heure, il ne faut pas attendre ce label pour se mettre en mouvement, hein. Ça sera un petit coup de pouce parmi d'autres. Mais aujourd'hui, il y a un ensemble de leviers d'action qui sont à votre disposition et il ne faut pas hésiter à les enclencher. De la fermentation. Question de Paul-Antoine d'Avergne. Alors, il y en a, mais justement, qui ne sont pas adaptés à notre filière parce que on en trouve chez les brasseurs notamment ou dans les bioraffineries ou autres, mais ce sont des sites en fait qui vont émettre du CO2 toute l'année. Et nous, les fermentations vinicoles, elles sont très éphémères. En plus, sur un ensemble de sites, je crois que l'ordre de grandeur, c'est 2000 centres de pressurage en Champagne. On a un nombre de sites vinicoles qui est quand même assez important. Et donc, une petite période fois un nombre de sites assez morcelés fait que en fait, les techniques actuelles sont pas du tout rentables au niveau écologique et au niveau économique. On en voit passer, y en a qui sont installés notamment dans le Bordelais. En fait, c'est pour l'image. Nous, on a fait un petit peu les calculs. Elles ont même été testées en Champagne et on se rend compte que économiquement, écologiquement, pour l'instant, ça tient pas la route de mettre en place un système de stockage pour une période aussi courte. Donc, on cherche des techniques alternatives, mais pour l'instant, il n'y a pas de solution opérationnelle aujourd'hui. Et compensation carbone pour neutraliser le bilan carbone d'une maison. Alors peut-être que là, ça sort un petit peu de votre champ de compétences. En fait, dans la neutralité, il y a 3 étapes évaluer, réduire, compenser. Donc, il ne faut pas aller tout de suite sur la dernière. Commencez déjà par faire votre bilan carbone, par réduire. Et si vous voulez, dès le début de votre démarche, dire je suis dans une démarche de neutralité, vous pouvez compenser ce que vous n'êtes pas arrivé à réduire, mais ça ne doit pas vous empêcher l'année d'après de réduire encore et de réduire encore et de réduire encore. Et dans l'idéal, ce que je disais là, les puits carbone internes à la petite filière vont peut-être nous permettre aussi d'avoir des crédits carbone sans aller en acheter par ailleurs, quoi. Il y avait une question donc de Yann Mona me demande de rappeler le nom des speakers. Donc on a eu, on finit avec Pierre Navio, donc chef projet environnement au comité Champagne. Précédemment, nous avons eu donc un vigneron indépendant, donc Cédric Mousset de Champagne Mousset et Fils à Cuil. Donc dans la Marne, qui est également membre de l'association des trésors de Champagne Trésor, l'association de trésors que vous pouvez retrouver dans tous les meilleurs caves. Et il y avait également donc Damien Garot qui s'occupe également de réaliser des bilans carbone. Alors il est indépendant, il participe également
aller dans ce sens, à sensibiliser beaucoup les professionnels sur ce grand schéma. Et on voit que les vignerons, vu la présence ce soir, sont très concernés par cette dimension. Je crois qu'on cherche toujours à être dans l'excellence. C'est compliqué d'être toujours la plus prestigieuse et la plus excellente des filières, mais voilà, on sent que les gens restent concernés. Le chantier est perpétuel et la remise en question est perpétuelle en Champagne, mais c'est le prix de l'excellence, quoi, si on veut. C'est pour ça aussi que le Champagne, il n'y a de Champagne qu'en Champagne. Merci en tout cas à tous. Et puis, merci beaucoup, Pierre. Je vais devoir quitter parce que je dois aller coucher là, puisqu'il a fait Ambre a fait sa première visioconférence jusqu'à la fin. Bravo, Ambre, tu as été très patient. Merci beaucoup, Pierre, pour cette soirée. Et merci à tous. Et j'espère qu'on pourra bientôt célébrer cela autour d'une coupe de champagne, comme on le faisait avant cette période un petit peu compliquée. Merci à tous, bonne soirée à tous et rendez-vous donc au hackathon si vous souhaitez pour travailler ensemble sur des projets collaboratifs.